Je voulais vous remercier, Ivani Caillé, d'être là. Quand on a monté avec l'éthique de l'espace éthique ce colloque, on s'est dit qu'on voulait vraiment les acteurs emblématiques du terrain. Et c'est vrai qu'on a eu assez peu de relations depuis des années, alors qu'on suit avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez mis en place avec Renalou. Donc vraiment merci d'être là. Si vous voulez enlever votre masque, parce que je comprends pourquoi vous le portez, moi on va porter le nôtre. Comme ça vous permettra, parce que comme on filme, là, voilà, je vais aller chercher mon masque comme ça. Je vous donne la parole et en tous les cas, merci d'être là. Je vais chercher mon propre masque. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Je ne serai pas très longue, mais je vais peut-être commencer, je vais retirer ce masque complètement, par dire un peu ce qu'est Renalou et de rappeler un peu l'histoire de cette association. Moi, je suis une personne concernée par l'insuffisance rénale. J'ai été dialysée et greffée au début des années 2000. Et au fil de ce parcours, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai rencontré des difficultés, j'ai cherché des informations. Et je me suis tournée vers Internet. Alors, Internet, au début des années 2000, ce n'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait très peu d'informations, en tout cas en français. Et vraiment, le site qui m'a le plus aidé à l'époque, c'était le site d'un jeune homme américain qui avait la même maladie que moi, qui avait eu le même parcours que moi 2 ans avant et qui racontait très simplement son histoire sur ce qu'on a appelé un peu plus tard un blog. Donc j'ai eu envie finalement de faire la même chose. Une fois que j'ai été greffée, j'ai profité de mon arrêt maladie pour réaliser un blog vraiment avec les moyens du bord. J'étais pas du tout dans l'informatique, dans Internet. Voilà. J'ai lancé un petit site en 2002. C'était quelques mois après le 4 mars. Donc on est né quasiment en même temps que la loi sur le droit des malades. Et ce site a eu immédiatement beaucoup de succès. Beaucoup de patients, de proches de patients ont contacté Renalou avec des questions, avec des propositions, avec des idées, avec l'idée d'abord de créer un forum. À l'époque, c'était le tout début des forums sur Internet. Et donc, c'est une autre personne malade qui a créé ce forum, qui a mis ses compétences au service du site. Voilà. Et puis, le forum a permis de réunir encore plus de gens, d'accueillir des discussions, de l'échange, vraiment des relations au long cours entre des personnes qui s'entraidaient. Et puis, c'est une communauté de patients qui s'est constituée autour du site, qui n'était pas encore, et loin de là, une association de patients, qui était vraiment une communauté virtuelle. Et puis, au fil de ces échanges, on a tous pu constater qu'il y avait des difficultés que nous, patients, rencontrions, des choses anormales, des choses qui n'allaient pas. Et petit à petit, l'idée a germé de passer de la communauté sur Internet, de la communauté d'échange, à la démocratie en santé, c'est-à-dire au fait d'essayer de s'impliquer pour faire évoluer les systèmes de santé, pour porter la voix collective des patients, ce qu'on observait, pour le faire savoir. Et c'est de cette manière-là que Renalou est devenue une association en 2008. Et ça a marqué effectivement le début d'action, de ce qu'on appelle aujourd'hui du plaidoyer. On s'est d'abord beaucoup impliqué dans la révision de la loi de bioéthique qui s'est déroulée entre 2009 et 2011. On a beaucoup milité pour notamment élargir la possibilité de donner un rein aux amis. Jusque-là, c'était seulement les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les conjoints qui pouvaient donner un rein de leur vivant. Et donc, voilà, la loi de 2011 a ouvert ce champ aux amis. Il faut justifier de 2 ans de relations étroites et stables, mais c'est désormais une possibilité. Ça représente une part relativement importante des dons du vivant. Et puis, on a continué sur cette lancée à se mobiliser et on a organisé en 2012 et 2013 des états généraux du Rhin qui, à l'époque, ont réuni toutes les parties prenantes, les patients, les médecins, les institutions, la société civile. Ça a été un gros événement qui a duré à peu près un an et demi, qui a eu pas mal de retentissement, qui a permis à des discussions un peu nouvelles d'avoir lieu, qui a permis à la parole des patients d'être entendue au même titre que celle des autres parties prenantes. Et ça a suscité pas mal de choses. Ça a suscité des recommandations de la HAS, du ministère de la Santé, l'assurance maladie s'est mobilisée sur le thème de l'insuffisance rénale. Voilà, ça a bougé. Et puis on a vu aussi survenir un certain nombre de raidissements et de réticences, peut-être parce que ces états généraux qui étaient au début considérés comme un événement de patients, donc sans grande importance, justement avaient un effet, susciter des choses. Et donc des crispations ont eu lieu, y compris par des organismes qui avaient participé à ces états généraux et qui étaient favorables aux propositions réalisées, qui
quelques mois plus tard, s'y opposaient. Et puis les choses ont continué et aujourd'hui, là on sort d'une, enfin on sort, non on sort pas d'une crise sanitaire, voilà, une crise sanitaire continue qui a eu beaucoup de conséquences, je crois, et j'y reviendrai un tout petit peu par la suite. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, donc après ces 20 ans d'activité de Renalou, c'est que la loi sur le droit des malades, évidemment, elle a changé beaucoup de choses, et à l'occasion des célébrations de son 20e anniversaire, ça a été beaucoup dit. Mais nous, ce qu'on vit en tant qu'association de patients, c'est qu'il reste beaucoup de choses qui ne bougent pas, qui sont un peu figées dans le temps. Je dirais, c'est même pas 20 ans en arrière, c'est presque 40 ans en arrière. Et je vais donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, nous, on s'occupe des patients greffés du rein. Évidemment, la thématique de la greffe, elle est essentielle pour nous. Et on travaille à ce titre avec l'Agence de la biomédecine, qui est l'agence sanitaire en charge des activités de greffe, de PMA. Et l'Agence de la biomédecine, dans les années 2000, au début de la création du site et de l'association, ça se passait très bien. C'était presque un exemple d'ouverture et de démocratie en santé. Et puis, les choses ont malheureusement évolué assez négativement. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Et par exemple, les patients et leurs associations sont toujours exclus des discussions sur les règles d'allocation des greffons rénaux, c'est-à-dire les règles d'attribution qui sont supposées garantir l'équité de l'attribution des greffons rénaux sur le territoire, les donneurs décédés qui font un don d'organes, qui font un don de reins. Les reins sont alloués aux patients sur la liste d'attente selon des règles. Et donc, on ne parvient pas à y participer. Ça fait des années qu'on s'indigne, pour reprendre tes termes. On a même saisi le défenseur des droits sur le sujet en 2018. On attend toujours une réponse de sa part. Et rien ne bouge. Alors, ce serait déjà assez choquant de ne pas y participer si ces règles conduisaient véritablement à une situation équitable, mais en l'occurrence, elle ne l'est pas du tout, puisqu'aujourd'hui, selon l'hôpital où vous êtes inscrit pour recevoir un rein en France métropolitaine, les durées médianes d'attente varient entre 6 mois et 52 mois. Donc voilà, c'est une différence de 1 à 5. Et évidemment, pour les patients, ça change tout. C'est vraiment des pertes de chance majeures. Plus on attend, évidemment, plus la santé se dégrade, plus l'impact sur la vie sociale, professionnelle est important, etc. Donc voilà, démocratie sanitaire, à l'Agence de la biomédecine, c'est difficile. Ça reste très compliqué, y compris en 2022. Le deuxième point dont je voulais vous parler, il a trait à la crise sanitaire. Alors, il en a déjà été beaucoup question dans les discussions. On sait les difficultés qui ont été rencontrées pendant cette crise en termes de démocratie sanitaire, en termes d'impact sur les patients, les EHPAD, les déprogrammations, etc. Et évidemment, les patients insuffisants rénaux en ont été victimes. Il y a eu 3 mois d'arrêt complet des greffes rénales. Voilà, ça a été très difficile. Et aujourd'hui, il y a une question qui cristallise un peu vraiment les inquiétudes des patients. C'est que les dialysés comme les greffés sont considérés comme des insuffisants rénaux, comme des immunodéprimés sévères. C'est-à-dire qu'ils sont d'une part à très haut risque de formes graves et de décès du Covid. La mortalité depuis le début de la crise, elle a été de l'ordre de 15 à 20%, donc une mortalité très très élevée s'ils contractent la maladie. Et puis malheureusement, ils ont une réponse insuffisante à la vaccination en raison de cet état d'immunodépression sévère. C'est la raison pour laquelle je porte un masque FFP2. Et donc ça a des conséquences aujourd'hui majeures. Ça a des conséquences évidemment dans le contexte où depuis quelques jours le port du masque n'est plus obligatoire, le pass sanitaire n'est plus en vigueur, et donc ces patients restent très vulnérables et ressentent vraiment ces mesures d'allègement comme une exclusion de la vie sociale. Alors, c'est un problème là, médical dont je parle, puisque leur système immunitaire ne leur permet pas de monter une réponse suffisante à la vaccination, en tout cas pas toujours. Il se trouve qu'il existe des traitements
et notamment un traitement préventif qui s'appelle Evusheld. Et la France a vraiment été pionnière pour apporter à ses patients le maximum de protection théorique possible, c'est-à-dire pour donner accès de façon précoce à toutes les stratégies permettant de mieux les protéger. Ça a été le cas pour un renforcement vaccinal. C'est des patients qui aujourd'hui, il est recommandé pour eux d'aller jusqu'à 2 rappels vaccinaux, ça fait jusqu'à 5 ou 6 doses de vaccin. Et puis, ça inclut l'accès précoce à ce traitement Evusheld. Et la France a été un des tout premiers pays au monde à le rendre possible. Ça a été possible mi-décembre dernier. Et donc, les recommandations existent. Alors, il se trouve que moi, je fais partie du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale aux côtés d'Alain Fischer. Donc, on a toujours été très, très mobilisés pour que les recommandations soient écrites rapidement, pour qu'elles sortent rapidement et surtout pour inciter l'État à acheter les doses, à vraiment se mettre en ordre de marche pour que la protection puisse être effective. Les doses ont été achetées. Il y a aujourd'hui 50 000 doses d'Evusheld qui sont disponibles. N'importe quel hôpital peut les demander et les obtenir. Elles ont été financées par l'État. Et malheureusement, malgré tout ça, les patients ne sont pas protégés. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près en France au moins 100 000 patients immunodéprimés sévères qui ont une réponse insuffisante à la vaccination, donc qui devraient recevoir ce traitement pour leur éviter de contracter la maladie ou en tout cas de développer une forme sévère. Et sur ces 100 000 patients, seulement 16 000 aujourd'hui ont reçu ce traitement préventif. Ça veut dire que la très large majorité des immunodéprimés ne sont pas protégés et évidemment vivent dans une grande anxiété. Ils savent majoritairement ce qu'ils risquent. Ils sont dans des situations souvent très compliquées quand ils ont des enfants, de jeunes enfants qui vont à l'école, qui menacent de ramener le virus à la maison, quand ils travaillent dans des open space où jusqu'à la semaine dernière ils se sentaient relativement protégés parce qu'ils portaient un FFP2 et que tout le monde autour d'eux portait au moins un masque chirurgical. Mais aujourd'hui, comme les masques sont tombés, la question se pose vraiment, le FFP2 est-il suffisant pour protéger une personne dans un environnement potentiellement contaminant pendant 8 heures de travail? Voilà, c'est une question aiguë. Et puis, ils sont surtout démunis par rapport à l'absence d'accès à ce traitement. Et donc, on est aujourd'hui en 2022, on parle des 20 ans de la loi sur le droit des malades. Et aujourd'hui, ces patients, finalement, quand ils réclament le traitement et que leur médecin le leur refuse, eh ben, ils n'ont aucun recours. Et pour les médecins qui refusent de prescrire ces traitements, et ils sont quand même nombreux, il y a y compris certains CHU où le traitement n'est pas du tout prescrit à personne, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence, voilà. Donc, qu'en est-il du droit à la santé pour ces patients? Nous, on est tous les jours assaillis de questions de personnes qui ne savent plus quoi faire. Là, il y a quelques jours, on a eu connaissance de la situation d'une jeune femme qui était dans le sud de la France et qui, depuis des mois, réclamait le traitement et ne l'obtenait pas. Finalement, elle a appelé plein d'hôpitaux autour d'elle. Elle a fini par appeler l'hôpital Cochin à Paris. Elle a fait 1600 km en voiture pour recevoir ces injections qu'elle attendait vraiment comme le Messie pour pouvoir reprendre son travail, revoir ses enfants. Enfin, voilà. Et on est face à ces situations-là qui sont presque de l'ordre du non-droit, quoi. Enfin, des patients qui sont dans une détresse complète. Et on se demande vraiment là, ce que fait la loi sur le droit des malades pour eux. Enfin, qu'est-ce qui peut être proposé? Enfin, on est au bout du bout, on n'a pas de réponse. Je veux dire, même y compris au COSV, où tout le monde se désole vraiment du défaut de mise en œuvre de ces recommandations, du défaut de protection de ces patients, des morts évitables qui ont lieu, parce que, enfin, on entend tous que Omicron est moins grave, et c'est effectivement le cas en population générale. Mais chez les transplantés rénaux, si on regarde l'ensemble des personnes les personnes transplantées rénales qui sont décédées depuis le début de la crise, un tiers correspondent à des décès depuis le 15 décembre dernier. Donc voilà, des décès qui sont globalement pendant la vague Omicron. Donc pour eux, la diminution de la gravité, elle est quand même toute relative, compte tenu en plus de l'augmentation de la transmissibilité du variant. Voilà, je voulais vous donner ces 2 exemples de limites de la démocratie sanitaire très concrètes que nous vivons aujourd'hui. Peut-être pour finir, un peu comme Christian, sur une ou 2 propositions. Moi, je retiens complètement les deux sujets. Le droit à l'accompagnement, là, on voit bien que c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel parce que les patients sont démunis. Et très clairement, ceux qui sont les plus défavorisés, qui ont le moins accès à l'information, qui ont le moins de réseau, sont ceux qui ont le moins accès à ces traitements.
vraiment très, très clairement, hein. Et puis, un principe de participation qui aujourd'hui doit vraiment être renforcé parce il est encore considéré comme facultatif. Et je pense que c'est plus acceptable en 2022. Merci beaucoup. Un immense merci. Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre tout ce que vous avez dit à travers une relation avec l'espace éthique. Et c'était impressionnant que vous dites, parce que vous avez évoqué l'agence de la biomédecine avec les algorithmes de répartition des greffons. Il se fait que les premières réunions ont eu lieu en 1997 à l'espace éthique. Et donc on a suivi avec beaucoup d'attention et je ne savais pas qu'il y avait ce biais. Et c'est tout à fait impressionnant que vous l'évoquiez. En tous les cas, on y sera aussi dans notre domaine attentif.